Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien, tu es fondateur de la brasserie O'Clock, cofondateur. Et bonjour déjà. Bonjour à tous, ouais, merci, je suis ravi de faire cette interview aujourd'hui. Donc on se retrouve dans les locaux de la brasserie à Bois d'Arcy, donc dans les Yvelines, en Ile-de-France. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter rapidement. Ouais, alors du coup moi je suis Seb, cofondateur de la brasserie O'Clock. Je connais Kevin et Quentin, mes deux associés, depuis qu'on est au collège. On peut dire qu'on a vécu quasiment toute notre vie ensemble. Et effectivement, en 2015, on a décidé de se lancer dans l'aventure O'Clock. Et puis 8 ans plus tard, on est encore là et on est encore super content de présenter nos produits. Et pourvu que ça dure. Ouais. Donc comme tu l'as dit, vous êtes 3 cofondateurs, 3 amis de longue date. C'est ça, ouais, on est trois amis de longue date. J'ai rencontré Kevin quand j'étais en 4e, on faisait du rugby ensemble. Et après, j'ai rencontré Quentin un peu plus tard, on était en seconde. Et on faisait partie du même groupe de potes et on s'est très vite retrouvés tous les 3, faire d'abord beaucoup de voyages ensemble. On a énormément voyagé en Inde. Quentin et Kevin sont partis au Canada. Quentin est parti en Amérique latine. Moi, je suis resté pas mal positionné sur l'Asie aussi. J'avais vraiment une passion pour l'Inde, une passion pour ce pays. Donc en fait, on a vécu pas mal de moments forts ensemble. On a vécu pas mal de galères aussi en voyageant. Ce qui fait que ça a rendu notre projet cohérent tout de suite en fait. Et on connaissait nos limites. On se connaît en fait quand on se connaît dans des situations où on est justement au bout de nos limites. Et ça, c'était plutôt cool et c'était super fondateur. Comment vous en êtes déjà, comment vous avez découvert le milieu de la bière craft Alors nous, on a découvert le milieu de la bière artisanale. C'est Kevin d'abord qui a découvert. Nous, on avait commencé à brasser. On a brassé des premières bières. On avait déjà commencé à brasser avant vraiment de découvrir le milieu de la bière artisanale en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que on a brassé notre première bière avec un kit nature et découverte. C'était il y a vraiment longtemps. Ça devait être un des premiers kits commercialisés. C'était marrant, c'était cool, le résultat était franchement pas top, voire même dégueu. Ouais. Mais on s'est dit, c'est quand même dingue qu'on ait cette possibilité d'arriver à produire ce produit qu'on boit, qu'on boit et que nos amis boivent. Enfin, je veux dire, c'était le produit numéro 1. À cette époque-là, c'était la bière. Je parle de bière bas de gamme à l'époque. Et en fait, Kevin réalise que son oncle travaille chez Soufflet et que du coup on peut avoir vraiment de la matière première assez facilement, et puis en se renseignant un peu sur internet on peut même avoir du matos assez facilement. Donc en fait, avant vraiment de découvrir cet univers craft, c'est vraiment le fait de pouvoir fabriquer ce produit qui nous a intéressés. Je pense que le voyage de Quentin et Kevin au Canada, il a été assez déterminant dans le projet parce que là, ils ont vraiment mis le doigt dans quelque chose qu'ils connaissaient pas du tout, quoi. Et c'était un milieu qui était complètement à part au Canada, qui existait, qui était super mature. Moi, ils sont revenus de là-bas en me parlant d'IPA, de machin, de trucs. Enfin, voilà, ils avaient goûté plein de choses différentes. Et à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment on s'est vraiment intéressé à qu'est-ce que c'était la craft à cette époque-là. Il n'y avait pas grand-chose, hein, mais on arrivait à choper des trucs via Saveur Bière à l'époque, hein. C'est comme ça qu'on a goûté nos premières bières, hein. C'était Saveur Bière, c'était des bières qui venaient des États-Unis, qui venaient du Canada. C'était les premières Brewdog aussi, l'époque où ils avaient fait ça m'a marqué cette époque parce que je pense que c'est vraiment les premières bières que j'ai bu qui m'ont interpellé. Et ce pack que Brewdog avait fait où il y avait 4 bières avec 4 single hop, c'est vraiment ça qui va. Ces bières-là, elles m'ont marqué. Je me suis dit, c'est fou parce qu'avec une matière première, on arrive à apporter tellement de différences sur une recette. Je trouvais ça génial. Et à partir de là, on a vu qu'on avait une infinité de possibilités de brasser des recettes. On n'a jamais brassé la même recette quand on était brasseur amateur, quoi. Ouais. Donc, comme tu disais, la brasserie a été fondée en 2015, donc à une époque où il n'y avait pas encore grand monde dans le milieu de la bière artisanale. C'est un peu entre les deux grosses vagues de la bière craft. C'est ça, il y a eu la première vague avec des brasseries comme... on va dire sur la première vague contemporaine, la Débauche, Sainte-Crue, des brasseries qui ont été ouvertes il y a une dizaine d'années.
Exactement. Donc une deuxième vague arrivée plus dans les alentours des années 2017-2018. Vous êtes un peu entre les deux. Ouais. Alors, bien sûr, faut pas oublier qu'il a eu une aventure chez Vol Céleste. Oui. Il était brasseur là-bas et Vol Céleste fait partie de ces brasseries pionnières de ce nouveau mouvement. Et du coup, forcément fort de cette expérience. Et puis nous aussi, c'est le hasard de la vie qui fait qu'on arrive à un moment où on se dit on a suffisamment de maturité maintenant pour se lancer dans ce projet. On arrive effectivement en 2015, dans un moment où on commence à voir que y a de plus en plus de brasseries qui se créent, mais on n'est pas encore dans cette vague où effectivement 1 an ou 2 ans plus tard, on a une brasserie on a le sentiment presque qu'il y a une brasserie par village qui se monte, quoi. Du coup, ça nous fait arriver, en termes de positionnement, ça nous fait arriver bien, ça nous fait arriver dans un bon moment, parce que je pense que c'est vachement plus facile que de se positionner aujourd'hui. Et on arrive en plus avec des produits qu'on veut pas forcément super consensuels. On veut surtout pas avoir une gamme blonde, ambrée, etc. Ça, c'est un truc qu'on veut absolument bannir, arrêter, quoi. Et on veut militer en fait pour ça à cette époque-là. Et puis il y a Brice du Galibier, avec qui on a des très bons contacts parce qu'on se connaît déjà bien, qui nous propose de brasser 2 premières bières. Donc ça, c'est vraiment le tout début de l'histoire O'Clock. C'est Brice on était à Copenhague à ce moment-là sur un MBCC, festival de bière organisé par Mikkeller, et Brice nous dit écoutez, si vous voulez brasser vos 2 premières bières chez nous. Et là, on se regarde, on se dit allez, go. Et on lance O'Clock Brewing. Ok, donc les 2 premières bières faites chez Galibier. Et c'était quoi les 2 premières bières ? Mountain Prologue, on avait une IPA et une American Pale Ale. C'était des bières où on a vraiment participé au brassage. Brice, il nous a laissé vraiment les clés de la brasserie. Il nous a fait une entière confiance là-dessus. Ça a été une expérience géniale. Et en fait, ça a été pour nous une opportunité super de pouvoir commencer à commercialiser des produits tout en faisant les travaux du bâtiment ici et de pouvoir exister et de se dire le jour où on sera prêt à lancer les choses, on aura déjà un mini-marché. Ouais, donc là, maintenant, la brasserie, elle a 8 ans et elle est toujours dans les mêmes locaux. Et toujours dans les mêmes locaux, ouais. On reviendra dessus peut-être un peu plus tard sur les galères que ça a apporté, mais ouais. Tout à fait, ouais, on est toujours dans les mêmes locaux. Au début, nous, Quentin et moi, donc on n'était pas dans le milieu de la brasserie, on trouvait que les locaux, ils étaient démesurés. On disait, il est ouf, il nous emmène dans un local de 300 mètres carrés. Et puis en fait, on a très vite réalisé, alors déjà en écoutant les autres brasseurs, que l'espace, c'est toujours un problème. Et puis en fait on a très vite réalisé que ces 300 mètres carrés on allait très vite les occuper. Quand vous avez fondé la brasserie, comment vous en êtes venu à choisir le nom de O'Clock Brewing ? Alors, c'est une question qui revient souvent. O'Clock Brewing, ça vient de Brice. C'est Brice du Galibier qui en gros, sur une semaine de vacances à Valloire, trouvait qu'on passait plus de temps à la brasserie qu'à faire du ski. Et du coup, il nous appelait la Team O'Clock parce que c'était toujours l'heure et qu'il était tout moins le quart ou IPA moins 10. Quoi. Ok. Voilà. Et donc, c'était pas forcément une volonté de faire un nom en anglais, c'est juste le hasard des choses qui a amené ça là ? C'était pas forcément une volonté de faire un nom en anglais. Maintenant, faut pas renier nos influences. Et nos influences à l'époque, elles étaient clairement sur des brasseries qui étaient étrangères, qui étaient anglo-saxonnes. Et du coup, je pense que on est passé sur un nom en anglais parce qu'on s'est dit finalement, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, quoi. Nous, c'est nos influences et on a envie de faire ça. Le lancement de la brasserie s'est fait avec combien de recettes de bières différentes, quelle gamme ? Alors, le lancement de la brasserie, du coup, on avait les 2 Mountain Prologue, donc les 2 recettes brassées chez Galibier. La première bière qu'on a mis en bouteille à la brasserie, c'est la Stout toujours. C'est en fait, on avait du coup à cette époque-là une IPA, une American Pale Ale qui était brassée chez Galibier. Nous, on voulait absolument avoir une bière noire tout de suite pour montrer qu'on avait envie de proposer des choses différentes.
Et après, il y a eu Time Out, Jet Lag très rapidement. Donc, on a effectivement surfé sur ces 3 bières pendant certainement un petit moment. Time Out, Jet Lag et Stout toujours. Et ensuite, on a trouvé donc un super plan pour des cuves. On a trouvé une entreprise qui nous louait des cuves. C'était des cuves, des petites cuves. Pour moi, il y avait 800 litres utiles par cuve. Et on en a loué 1, 2, 3, je pense, le premier coup, peut-être 3 le premier coup. Et puis, l'idée, c'était en fait, de brasser en une seule fois dans ces 3 cuves. Mais en fait, on s'est dit, tiens, c'est une belle opportunité pour être capable de créer plein de bières différentes. Et du coup, on a repris 3 cuves en location. Et là, on a créé 20 Years Later, certainement, en 4e. Et après, toute une flopée de bières. Je pense qu'il y a la Blackout aussi qui est arrivée. Je me souviens parce que c'était l'époque où on avait des étiquettes en papier. Et du coup, je visualise encore les bouteilles avec ces vieilles étiquettes papier qui étaient toutes mal collées. Oui, d'ailleurs, tu parles des différentes bières qui sont arrivées à la suite. Maintenant, il y a une quantité de recettes assez folle, notamment de recettes, je sais pas si c'est permanente ou du moins régulières, qui reviennent, qui sont brassées très fréquemment. Ouais, il y a des bières sur lesquelles on essaye de pas se permettre d'avoir de rupture. Ouais. C'est parfois compliqué, mais en tout cas, Blonde Deluxe, Time Out, Jet Lag, Sur le pouce. J'en oublie certainement, mais c'est des bières qu'on essaye d'avoir en permanence. Après, on se laisse un peu plus de liberté sur d'autres, comme 20 Years Later, Comète de ses morts. L'idée, c'était aussi de pas forcément se retrouver dans un piège à être obligé de courir derrière son stock, parce qu'on a aussi pas mal d'exemples de brasseurs qui nous ont dit voilà, moi je me retrouve à brasser toute l'année les 3 mêmes bières, et nous on voulait pas faire ça. Ouais. Du coup on a fait ces petites cuves, elles nous ont permis de brasser beaucoup de nouvelles bières, et en fait on a vu que ça marchait, et que commercialement parlant ça marchait, sur les réseaux ça marchait, parce qu'il faut de la nouveauté pour faire parler. Et du coup ça nous entraînait à en faire plus. Si on doit parler de business pur, on voyait très bien qu'un client pro qui commande de la Jet Lag, de la Time Out en règle générale, quand on sort une nouveauté, il va commander la nouveauté, et puis en même temps il va en profiter pour faire du réassort sur ce qu'il a déjà. Donc ouais, on s'amuse, et ça nous fait connaître, et en plus ça nous aide à faire rentrer des sous. Faisons de la nouveauté, quoi, c'est clair. Ouais. On a vu d'ailleurs que ça payait derrière, parce que toutes ces brasseries qui se sont montées un petit peu derrière nous et qui se sont dit, moi finalement je vais faire le pari de ne pas avoir de gamme permanente, sont des brasseries qui ont très bien fonctionné. En effet, ouais. La particularité aussi un peu de O'Clock, c'est que vous avez tu t'expliquais sur les cuves que vous avez eues en loc au début, vous avez un matériel un peu particulier. Notamment, tu m'expliquais tout à l'heure que la salle à brasser est partiellement conçue maison. Alors, il est particulier aujourd'hui, peut-être, mais à l'époque, il n'était pas particulier. Au final, on a construit notre brasserie nous-mêmes avec du bricolage, ce que les brasseurs français aiment bien appeler le broule à louse. Et c'est un terme que j'aime bien, parce que quelque part, il nous correspond bien. En gros, c'est de profiter un peu des looses des autres et des looses de soi-même pour essayer de faire progresser son outil. Et ce qui fait que nous, on a construit un outil en partant de zéro. On a acheté un tankhalé. On l'a ouvert pour voir, c'est en double paroi, on a essayé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, on s'est aperçu que c'était complètement pourri, donc on a trouvé première loose, on trouve une solution pour le vider, on trouve une solution pour remettre de la mousse expansive pour le réisoler à l'intérieur. Donc tout ça, en fait, ça fait que ça amène toutes ces problématiques qu'on a eues, elles nous ont apporté plein de solutions. J'ai la chance d'avoir monté cette brasserie avec Kevin et Quentin, qui sont vraiment des excellents bricoleurs, et qui sont des mecs qui savent trouver des solutions pour toutes les problématiques. Et ça, c'est vraiment une chance. Et puis après, on a un réseau de copains soudeurs, machin, et on fait fonctionner ces réseaux. Et en fait, je pense que quand on a des problèmes, c'est là où on va chercher les meilleures solutions. Et cet outil, on le connaît par cœur. Ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que nous, si aujourd'hui on devait déménager et faire un plus gros et avoir une plus grosse production, on changerait pas l'outil, clairement. On l'adore, cet outil, il marche super bien. Il nous permet en plus encore, je pense qu'on l'a même pas encore poussé à bout, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait encore faire des bières un peu plus fortes que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ouais,
On a monté tout ça, on en est super fiers et aujourd'hui, ça ressemble presque à une brasserie. Oui, parce qu'en plus, on disait que depuis la fondation en 2015 jusqu'à maintenant, vous êtes toujours dans le même local. Vous avez aussi la même salle à brasser qui bouge pas. Et ce qui a évolué derrière, c'est la partie fermentation. C'est ça, ouais, c'est de rajouter des fermenteurs au fur et à mesure. Il y a un autre truc qui a quand même fait évoluer la brasserie, c'est la centrifugeuse. Hein. Faut pas oublier ce point-là. C'est quand même quelque chose qui te permet à l'heure actuelle de produire plus en gardant la même quantité de cuves et ça a été pour nous un investissement qui nous a permis en tout cas de rester dans le local qu'on occupait parce qu'on gagne une semaine de process par rapport à un process plus classique, quoi. En termes de produits finis conditionnés, à la fin de l'année, tu estimes que tu gagnes combien avec combien de pourcents de prod sur une centrifugeuse comme ça? Alors, je suis pas la bonne personne à qui il faut poser cette question, mais on gagne peut-être 30% quand même, comme ça. Ouais, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Ça a été un très bel investissement. Ouais. Ça a été, pour nous, c'était salvateur. Ce qu'il fallait qu'on change au départ, quand on a monté la brasserie, on a acheté une toute petite ligne isobar, une toute petite ligne de mise en bouteille isobar, une étiqueteuse qu'on a rachetée à la brasserie du Galibier. On savait que ça serait quelque chose de très temporaire. Ça a été du coup assez rapidement nos deux principaux investissements. Ça a été de racheter une étiqueteuse, une embouteilleuse qui fonctionnait beaucoup plus vite que celle qu'on avait avant. Et ensuite, la réflexion, ça a été de comment est-ce qu'on peut arriver à faire plus de production sans avoir besoin de déménager ou de réinvestir complètement. La centrie, ça a été la réponse idéale, quoi. Ouais. Ça te fait gagner aussi un peu en qualité de produit ou c'est vraiment surtout sur une... Honnêtement, je suis pas certain que ça fait gagner en qualité de produit de faire de la centrie. Ça fait gagner en temps. Faut savoir qu'au départ, c'est un outil qui est pas forcément facile à mettre en place, donc il est risqué. Aujourd'hui, entre un process classique et un process avec centrie, dire qu'il y a une meilleure qualité, je pense que non. Je pense pas. Quand on parlait des différentes bières sorties, de la variété de la gamme, tu disais que oui, avoir de la nouveauté, c'était important pour notamment se faire connaître et faire tourner la brasserie. Alors, c'est peut-être de mon point de vue, mais j'ai l'impression que O'Clock est une brasserie qui a réussi à rapidement être assez précurseur dans le milieu de la craft avec des nouvelles recettes et des styles de bière assez variés et qui s'est fait connaître assez rapidement. Est-ce que tu as ce ressenti? Ouais, alors, même à l'échelle nationale, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je pense que ça vient de choses qu'on a déjà abordées. Je pense que le moment, en fait, 2015, au moment où on arrive, on est dans un moment où on a une population qui est prête à accueillir nos produits. Et pour autant, il n'y a pas encore 2500 brasseries. C'est ça, exactement. Et en fait, je pense que ce pris parti de dire on fera pas de gamme blonde, ambrée, machin, et on va commencer nous à former, enfin on va commencer nous, en fait non, on va commencer nous et tous les gens qui bossent dans la bière autour de nous, mais à expliquer aux gens ce que c'est qu'une IPA, ce que c'est qu'un stout, ce que c'est que et dire à cette clientèle française, parce que nous aujourd'hui on fréquente quand même aussi des gens qui viennent de l'étranger et qui sont beaucoup moins perdus dans ces styles de bière que nous, et en fait on se dit qu'il y a juste un manque d'éducation de la clientèle, et je pense que d'avoir pris ce parti pris d'appeler les bières par style et non plus par couleur, de faire beaucoup de recettes, ça nous a aidé à ce moment-là, parce que c'était un moment aussi opportun, à nous faire connaître très rapidement. Ça a été, on va être honnête, hein, ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait. Hein. Ouais. Vous l'avez ressenti comment, l'engouement autour de la brasserie, justement? On l'a ressenti, on était super contents. Après, faut faire gaffe parce que c'est dangereux, ça amène aussi pas mal de dérives. On peut aussi prendre un peu la grosse tête, ça a pu certainement nous arriver, et faut savoir rester à sa place, et cet engouement, on le sait. En fait, il faut avoir conscience que en plus il est éphémère, donc il faut savoir passer la vague de l'engouement, passer la vague du star system, si on peut parler comme ça, et parce que c'est derrière que ça va être dur, et voilà, et 8 ans plus tard, tu t'aperçois que derrière toi, enfin maintenant il y en a quelques-uns, notre clientèle qui était peut-être plus geek au départ, finalement, cette clientèle qui nous a aidé à nous faire connaître, on pense que c'est notre clientèle geek.
que c'est la clientèle geek. Maintenant, celle qui nous fait vivre, c'est la clientèle qui boit des pintes de jet lag. Ouais. Et c'est pas les geeks du coup. D'ailleurs, tu disais vis-à-vis de cet engouement, pour vous aider à ne pas faire dégonfler un peu les chevilles, en 2020, il y a le site Rate Beer qui vous classe dans le top 3 mondial des meilleures brasseries dans la catégorie des Strong Stout. Ça c'était une méga surprise. Franchement, c'est un truc, on l'a pas vu venir du tout parce que. Il n'y a pas un truc en amont. Non. En fait, vous êtes. C'est incroyable. En plus, Rate Beer, c'est pas vraiment un site que nous on va regarder. C'est pas. C'est pas un site qui est ultra populaire chez les consommateurs en France, c'est beaucoup moins qu'une table, un truc comme ça. Clairement. Et puis en plus, je veux dire, il est pas du tout sexy, quoi. Donc moi, j'ai jamais eu d'attirance vraiment pour ce site. Et c'est vrai que ce truc-là, ça a été génial. C'était super. Alors déjà nous, la recette, on était vraiment contents de cette recette. On était aussi. C'était pour c'était pas une bière en particulier qu'ils avaient donné le. C'était pour la Yuri. Yuri, donc c'était une collab qui était brassée avec Bakunin. C'est pas le plus beau souvenir de collab qu'on ait, parce que il y a des collabs où on voit que ça se passe super bien avec la brasserie avec qui on est. Là, bon, clairement, c'était une Paris Beer Week. Les mecs, ils étaient là ils ont fait une collab, ça les occupait, et puis ça leur permettait de mettre leur logo sur une étiquette de bière française. Mais en tout cas, ils nous avaient donné deux, trois petites choses pour la recette qu'on a mis en place, et cette bière, elle a cartonné. Cartonné. Tout fonctionne parce que le packaging, il est cool. La cire qu'on choisit de mettre dessus, elle est cool aussi. Et puis c'est très bon déjà. Et puis c'est bon, ouais. et puis c'est bon, ça plaît. Et puis on a cette super surprise un matin. C'est les petites surprises des réseaux sociaux. Parfois ça fait plaisir, des fois c'est dans le bon sens. Tu te lèves le matin puis tu réalises que t'as Rate Beer qui te positionne dans les 3 meilleures bières noires. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est Strong Stout. Strong Stout, voilà. Bon, c'est un style qui est d'ailleurs plutôt bien maîtrisé par la brasserie. On peut parler du coup de la gamme des Baden Power. Ouais, c'est un style sur lequel on s'est attelé. Ouais. C'est vraiment un style qui nous a parlé. Et pareil, en fait, c'est un peu pour revenir à ce qu'on disait au début, quand on avait fait le tour de notre gamme classique, d'avoir fait la 3e collab, 4e IPA, machin, on s'est dit il faudrait qu'on arrive à apporter un peu de surprise là-dedans. Et la gamme Baden, ça a été vraiment la réponse à ça, c'est-à-dire que travailler avec de la barrique, c'est excitant de ouf, parce que du jour où tu choisis tes barriques sur le catalogue de ton fournisseur, et tu la reçois, t'ouvres le bouchon, tu mets ton nez dedans et tu te dis ça va être génial, et du coup tu te dis bon, en plus on a cette bière en cuve qui est prête à, c'est super excitant, et ça nous a plu, ça a marché, les gens étaient nous on était super contents de ces premières bières Baden qu'on a sorties, qui étaient une barrique de bourbon, une barrique de whisky de Islay et une barrique de tequila. C'était des étiquettes on collait à la main les étiquettes de la barrique, et cette gamme-là a super bien fonctionné, et on a décidé de vraiment s'investir sur cette gamme Baden Power. C'est une gamme qui d'ailleurs s'est beaucoup étoffée avec plein de bières différentes, pas forcément toujours sur des bases d'Imperial Stout. Il y a eu du Barley Wine, il y a eu de la triple, il y a eu... j'ai plus tout en tête. Il y a eu Barley Wine, il y a eu Old Ale, il y a eu pas mal de trucs. Il y a des choses qui sont pas sorties en bouteille, qui sont sorties qu'en fût. Mais pour nous c'est une super c'est super, encore une fois, c'est super excitant, et ça reste encore vraiment excitant. Donc cette gamme Baden Power, pour nous, elle a vraiment du sens. Elle apporte vraiment du sens à notre métier, et puis à cette espèce de rapport avec la barrique, avec le temps aussi, qui est super bien. Là, on a brassé dernièrement une collab avec Beretta, une brasserie roumaine, et c'est vrai que lui,
Lui, il était. Nous, on voulait absolument brasser un Imperial Stout vieilli en barrique. On adore faire ce type de collab. Et lui, il nous a dit ouais, c'est dommage, on va pas faire une bière qu'on va pouvoir sortir tout de suite et tout. Et quelque part, nous, on lui a dit ouais, à chaque fois qu'on a fait une collab comme ça avec une brasserie étrangère et que c'est sorti 1 an ou 2 ans plus tard, parce que c'est déjà arrivé. Et bah ça a créé de l'intérêt, ça, et ça recrée de l'intérêt pour tout le monde. Donc en fait, il s'est laissé séduire et au final, il est super content. Et je crois qu'il attend. On lui a promis une déguste dans 6 mois, un truc. D'accord, ouais. Parce que tu parlais dans ce genre de bière de la Yuri, il y avait eu la Sorry I'm Late. Ouais, il y a eu Sorry I'm Late, il y a eu dernièrement la Make a Round, qui a été pareil. Hein, ça a été une super recette. Ça a très bien fonctionné. En bière vieillie comme ça en collab en tête, j'ai plus. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu avec Sainte Cru, je crois. Oui, la 2 salles 2 ambiances. 2 salles 2 ambiances, exactement. Ouais. On a fait aussi avec les moines. On a fait la Barrel Brother, qui était. C'était un plus petit stout, non? C'était un stout à 6 ou 7 degrés, je crois. C'était un stout, un baby stout qui était vieilli en barrique de Bourbon. Ouais. Et justement, dont on parlait des barriques, je trouve que chez O'Clock, il y a aussi, on parlait des diversités de styles dans la gamme Baden, il y a aussi une diversité de barriques qu'on retrouve dans pas beaucoup de brasseries. C'est vrai que souvent, les bières barriquées, on va voir les grands classiques, le bourbon, le whisky, le rhum. Alors, évidemment, des barriques que vous travaillez aussi, mais on a vu des vieillissements, tequila, Armagnac, Kirsch, Moscatel, Brandy, ce genre de choses. Donc, c'est pareil. Hein, comment ça se passe, ouais. C'est toujours pareil. À un moment, quand on en est à sortir son Xème Imperial Stout vieilli en barrique de Bourbon, il faut chercher autre chose. Et puis, il faut se laisser séduire. Il faut se laisser séduire à la fois par son fournisseur, mais aussi par les idées des gens avec qui tu collabores. Donc, on a ici les gens à la brasserie qui nous ont fait des suggestions. On a fait Armagnac, pour le coup, c'est Laurent de la Fine Mousse qui avait passé ses vacances à côté d'un producteur d'Armagnac qui lui avait parlé de nous. Et on en a profité pour brasser cette collab avec eux pour leurs 10 ans, je pense. Okay. Et ouais, non, en fait, l'idée, c'est exactement comme les houblons. C'est-à-dire que quand tu as une palette de houblons, une palette de levure, tu as envie de jouer avec. Et quand tu as une palette de barriques, tu as envie de jouer avec. Et puis, tant pis pour le risque que tu prends, parce qu'au final, globalement, si moi je réfléchis à la gamme Baden Powell, il y a eu peu de rebuts. Vraiment peu de rebuts. Oui, puis moi, tu vois, typiquement, alors j'adore les bières barriquées. Je suis jamais contre une Baden Powell en bourbon ou en rhum, c'est toujours sympa. Mais je pense que mon petit péché mignon, c'est la Calva. La Calva, ouais. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est marrant parce que du coup, comme je bois plus, la Calva, je trouve que au nez, elle est hyper marquée. Et, oui, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que depuis que j'ai retrouvé un peu ce plaisir à remettre mon nez dans des verres, je trouve que cette barrique de Calva, c'est une des plus marquées. En fait, c'est une de celles où quand tu regardes, où t'as pas besoin de voir l'étiquette, ouais, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dedans. Et il y a pas forcément énormément de bières aujourd'hui que j'ai envie de boire que j'aurais envie de boire comme ça. Mais la Baden Calva, je pense que ça fait partie des bières que j'aimerais pouvoir redécouvrir. Du coup, vu que tu l'évoques, on va peut-être faire une transition là-dessus. Ouais, si tu veux. D'ailleurs, au moment où on enregistre cet épisode, c'est sorti il y a 2 ou 3 jours. Il y a Anaïs Lecoq qui a sorti un article sur Vice Belgium, si je dis pas de bêtises, sur tout ce qui peut être attrait à l'alcoolisme dans le milieu de la bière et notamment de la bière craft. Et tu parles un peu dans cet article, tu es mentionné, puisque toi, tu as arrêté de boire il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, pas tout à fait, presque 2 ans. Donc effectivement, moi, j'ai réalisé que je déconnais complètement avec ma consommation d'alcool. Je déconnais par rapport à moi, mais je déconnais surtout par rapport à ma famille, par rapport à ma femme et par rapport à mes enfants. Donc ouais, comme j'arrivais pas à prendre une vraie décision, je prenais plein de décisions de dire cette semaine je vais faire attention, mais en réalité je me faisais plein de mensonges à moi-même. Il y a un matin, je me suis levé en me disant j'arrête de me mentir à moi-même, et du coup pour moi ça passait forcément par cette case, j'arrête de boire. C'est pas facile, au début en tout cas c'est pas facile. D'autant plus quand c'est ton quotidien, c'est ton travail. Ouais, c'est pas ton travail de boire, mais tu travailles dans l'alcool. Alors, quelque part en fait,
c'est ce que je disais, c'est que le fait de travailler dedans et d'avoir les mains dedans toute la journée, presque, ça m'a fait en fait zapper le fait que au début, je l'ai vu comme un produit de mon quotidien, et plus trop comme un produit que je devais consommer. Bon, maintenant c'est différent parce qu'après 2 ans, t'arrives à prendre pas mal de recul sur ces choses-là. Moi, c'est un produit qui me passionne et je reste toujours passionné par ce produit parce que il a une belle histoire, parce que je rencontre des gens formidables, parce que finalement le marché qu'il y a autour de la bière me passionne, et le marketing qu'il y a autour aussi. Du coup, ouais, moi je reste à fond dans le milieu, je suis heureux comme jamais aujourd'hui, clairement, je le dis. J'ai réglé plein de problèmes dans ma vie, réglé plein de problèmes dans ma tête. Je trinquerai plus avec personne sur un festival, en tout cas pas avec de la bière, mais très franchement, je m'en porte vraiment mieux, quoi. Ouais. Vraiment mieux. Est-ce que dans ton quotidien au travail, du coup, t'as changé des choses, t'as dû changer peut-être des missions? Peut-être pas forcément dans la partie production ou... Ouais, je suis pas forcément... Bon, alors déjà, oui, à la base, je suis pas du tout dans la partie production. Hein. C'est ça aussi, parfois, on peut aussi revoir un peu, nuancer sa définition de brasseur, parce qu'en réalité, moi, chez O'Clock, j'ai jamais été brasseur. Hein. J'ai créé la brasserie avec Kevin et Quentin. Moi, aujourd'hui, je gère l'image de la brasserie, l'image sur les réseaux, l'image sur Internet. Je participe aujourd'hui à cette interview. Tout ça implique pas forcément de consommer le produit. Maintenant, ouais, aujourd'hui, effectivement, je parle de produits que j'ai pas goûtés. Mais ça me dérange pas, parce que je mens pas. En fait, je mens à personne. Aujourd'hui, les houblons, quand t'as bu ta XM IPA, tu sais à peu près ce que ça va donner. Tu mets ton nez dedans. Voilà, moi aujourd'hui, ouais, je suis carré. En tout cas, je suis super carré avec moi-même. Et ça, en fait, c'est super important. Comme tu le disais au tout début du podcast, tu travailles avec 2 personnes que tu connais depuis de longue date, Exactement. Et qui, j'imagine, peuvent te faire leur retour, à qui tu peux avoir confiance sur leur retour sur le produit. Exactement. Alors forcément, moi j'ai entière confiance, mais j'ai entière confiance en mes 2 associés, mais j'ai entière confiance en toute mon équipe, quoi. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais c'est aussi l'avantage de travailler avec 2 de ses meilleurs potes, c'est que à un moment ils sont aussi capables de te dire que tu déconnes. Et ça a été enfin, en tout cas, Kevin et Quentin ont fait partie de ceux qui m'ont fait réfléchir sur ma consommation. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair, je le fais pour ma femme, je le fais pour mes filles, et puis je le fais aussi un petit peu pour moi, parce que clairement, je suis bien dans ma tête. Du coup, tu continues à aller quand même en festival pour représenter O'Clock, et tu trinques à l'eau, au soda et au café. Soda, avec tout ce qui n'a pas d'alcool. Enfin voilà, moi je trinque à la vie et aux copains, quoi. Et ouais, forcément, j'aimerais bien arriver à danser jusqu'au bout de la nuit dans le cockpit, dans l'avion de la Paris Beer Week un jour, le refaire, parce que je l'ai déjà fait une fois. Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à me lâcher comme ça, mais ça reviendra. Et puis ouais, ça c'est sûr que je serai toujours sur les festivals, clairement. Est-ce que ça te donne peut-être envie aussi derrière d'aller explorer de nouveaux horizons avec O'Clock, peut-être une bière sans alcool, une gamme de soft, c'est des choses qui pourraient être envisageables ou on y a pensé. La bière sans alcool, pas forcément. Le soft, pourquoi pas. En ce moment, on réfléchit à ces choses-là, mais... En tout cas, je pense pas que ça vienne du fait que moi j'ai arrêté l'alcool, c'est parce que c'est des produits qui nous intéressent. Moi j'ai absolument, et j'y tiens, je veux vraiment dissocier la brasserie O'Clock de moi, Sébastien, qui ne boit plus parce que j'ai décidé de plus boire. Ouais. Ça change pas ma vie, ça change pas ma vie de gérant de brasserie. Et si ça la change, en tout cas, c'est que en positif, clairement. Je reviens maintenant un peu sur le sujet de la brasserie. Ouais. Et il y a un point qu'on n'a pas forcément encore évoqué, mais qui, je pense, est important dans l'histoire de O'Clock depuis quasiment le début. Tu m'en parlais tout à l'heure, c'est que vous avez aussi eu un rôle assez important sur la partie, on va dire, locale, événementielle. Vous avez toujours eu cette volonté de faire de la location de tireuses de fûts, d'alimenter en local. Ouais, alors c'est vrai que nous, déjà, à l'origine, on est quand même
on vient un petit peu de ce milieu-là, parce on vient d'un milieu qui est assez festif, qui est plutôt du milieu de la techno. Donc nous, on a assez rapidement su comment organiser une soirée, mais la sonoriser, y mettre une infrastructure. Et on a voulu garder ce côté-là, et on voulait surtout pouvoir se positionner très rapidement sur des événements qui nous paraissaient être des événements importants de notre région. Donc c'était des festivals qui malheureusement pour la plupart n'existent plus aujourd'hui, parce que le Covid est passé par là, et que voilà, c'était. Mais on continue, parce que heureusement il y a d'autres événements qui s'organisent. Mais c'est vrai que nous, cette partie événementielle, en fait, elle venait dans une démarche logique pour nous, qui était de la vente en direct. Nous, depuis le début, on cherche à vendre au maximum en direct. On a une boutique à la brasserie qui est bien fréquentée, où on a beaucoup de monde. On a cette logique de vendre le maximum en direct et le minimum en distribution à nos clients professionnels, ce qui fait qu'on gère quasiment 85 à 90% de notre marché en direct, et en faisant nous-mêmes les livraisons. Et en fait, cette logique de pouvoir participer aux événements locaux, c'était exactement la même chose. C'était de pouvoir répondre présent à des problématiques où on voyait que les industriels étaient déjà vraiment capables de le faire. Donc on a fait effectivement quelques investissements de machines. Il y a des événements où on n'a rien gagné, parce que les investissements étaient plus lourds que les gains qu'on a fait, mais au final, au bout d'un moment, on finit par se spécialiser là-dedans et être capable effectivement aujourd'hui de répondre à des demandes sur des événements qui sont assez gros. On a fait l'année dernière un événement qui s'est ouvert à 18h et qui a fini à 4h du matin, où ils ont fait tomber 100 fûts. Ouais, c'est cool. Ouais. Et là, toi, t'arrives, tu livres, et puis tu restes sur l'événement, et le lendemain, tu récupères tes 100 fûts vides. C'est génial. C'est cool. C'est top. Est-ce que, en termes de style de bière, donc on a évoqué la gamme des Baden-Powell, le savoir-faire sur les bières fortes, les strong stout notamment. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres styles qui sont assez caractéristiques de la brasserie, qui est représentatif de votre savoir-faire? Là, c'est une question piège, du coup. Tu peux dire que vous savez très bien tout faire, hein, ça marche aussi. Il y a des choses sur lesquelles peut-être c'est une question difficile. Au tout début, on n'avait pas forcément envie de faire de lager, par exemple. C'était pas quelque chose qui nous passionnait. On n'avait pas forcément envie d'avoir cette bière dans notre catalogue. Et puis, au final, la demande a fait qu'on s'est dit, allez, on va arrêter de dire non à des clients parce qu'on n'a pas de bière type lager. On va en sortir une. Donc on a créé la première recette de blonde de luxe. On n'était pas forcément super emballé par cette bière. Et puis on a modifié la recette pas mal de fois. Et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à faire une bière blonde relativement simple mais qualitative, et au final on est devenu assez fiers de cette recette. Maintenant, je reviens à ta question, et je pense qu'il y a quelque chose sur laquelle moi j'ai toujours trouvé que on avait été plutôt bon, c'est sur les ajouts d'épices. Je pense notamment à la Timut, qui était une bière qui était faite pour être un brassin unique, qui était une collab avec Baradoz et la Birothèque, qui sont donc nos deux clients versaillais locaux. Et cette bière, en fait, elle a eu un vrai succès, et je pense qu'elle a eu un vrai succès parce que c'est pas parce qu'il y a écrit citron et Timut sur l'étiquette qu'il faut vraiment le ressentir en bouche. Et en fait, j'ai toujours trouvé que cette recette, elle fonctionnait parce qu'elle était toute en subtilité. Et je pense que sur cette partie-là, en tout cas sur cette recette, parce que peut-être que parfois on a utilisé de la vanille avec un peu moins de subtilité sur des gros stouts, c'est très dur à utiliser en vrai la vanille, je trouve. Sur cette recette-là, mais aussi sur d'autres, je pense à Eibro, qu'on avait brassé avec du poivre de Voatie Périphérie, un poivre malgache. Je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Dans l'histoire de beaucoup de brasseries qui se sont montées, il y a eu quand même l'étape du Covid qui a été un peu compliquée
Pour vous, qu'est-ce que ça a impacté ? L'étape du Covid, en termes de business pur, c'est pour parler de chiffres, clairement, rien. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on a réussi à maintenir quand même de la vente avec un site internet qu'on a créé de toutes pièces à ce moment-là, où on faisait un drive, où on avait des gens qui venaient le week-end, mais c'était incroyable. La boutique, du coup, était tournée en drive. Ouais, en drive, ouais, on posait 10 palettes. Alors, le premier week-end, on a posé 10 palettes pour les 20 commandes qu'on avait sur le drive, et puis le week-end d'après, on en a posé le double, et puis 3 semaines plus tard, mais c'était devenu incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, ça marchait du feu de Dieu. Donc en fait, nous, on a réussi à maintenir ces ventes-là pendant le vrai gros confinement, quoi. Et ça, c'est aussi probablement parce que vous aviez réussi cette fidélisation d'une clientèle locale en travaillant en direct. C'est vrai, mais on a aussi eu des nouveaux clients à ce moment-là. C'est fou, mais on a eu des nouveaux clients à ce moment-là. Du coup, on a fait ça, et puis après le Covid... je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu ça, mais il y a eu un vrai engouement pour le produit local, pour le produit qui fait que ça nous a fait gonfler nos ventes en direct. Et puis la réouverture des bars derrière, ça a été aussi, je pense, une période assez... colossal en termes de vente de bière. Enfin, je pense qu'on a eu tous une réouverture qui était pas mal. Malheureusement, ça a duré son temps et puis ça s'est un peu essoufflé. Mais en termes de chiffres, à proprement parler, le Covid, on s'en sort très bien. C'est au point de vue projet que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que nous, on est dans un moment, juste avant le Covid, où on a trouvé un bâtiment qui est à 300 mètres de la brasserie, dans lequel on peut ouvrir une taproom, un resto, notre rêve. C'est le rêve de O'Clock, c'est un jour, c'est d'avoir une taproom, un resto, et forcément sa zone de production à l'intérieur de cet établissement. On trouve tout ça, on engage des courtiers qui bossent sur notre projet, nous on s'engage mais 100% de notre temps sur ce projet-là. Et à 2-3 jours de la commission qui doit valider le prêt à la banque, qui était presque validé dans les faits, Emmanuel Macron annonce la fermeture des bars, et voilà. Et donc là, c'est un peu la catastrophe. Nos courtiers, donc les banques fermées pendant un premier temps, ça n'a pas duré longtemps, je crois que les banques ils ont très vite réouvert, mais du coup on arrivait quand même à avoir un peu de communication avec eux. On avait compris qu'il ne se passerait rien à ce moment-là, et puis en fait, clairement ils ont dit vous avez un projet qui est très lié avec la restauration, trop lié avec la restauration, on est désolé mais on pourra pas suivre, quoi. C'est vraiment du coup joué à quelques jours, quoi. Ouais. Ça a été une énorme claque. Franchement, ça a été une énorme claque. Ça a été très dur. Je pense que même nous, entre associés, on a eu énormément de mal à se reparler de cette histoire-là. Le confinement ne nous a pas aidés. Après, on arrivait quand même à se réunir un peu ici tous les trois, notamment pour organiser ce fameux drive. Mais on avait énormément de mal à parler de cet échec, quoi, clairement. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là, on continue à avancer, et tant pis, on a raté ce truc-là, on retrouvera peut-être un projet ailleurs. Et ce que je vois en ce moment, c'est peut-être que finalement, avec ce qui se passe en ce moment, et peut-être la plus grosse difficulté aujourd'hui à vendre de la bière, peut-être que c'est plutôt pas mal qu'on n'ait pas eu ce projet tout de suite. Là, depuis le Covid, est-ce que tu dirais qu'il y a un petit peu un recentrage sur le marché local? Vous étiez déjà très dans le local avant, mais la part de local a peut-être augmenté, vous avez... Oui. Nous, on était très dans le local avant, mais bon, tu le disais, on a quand même réussi à se faire connaître sur le secteur national, et ça, c'est parce qu'on fonctionnait aussi avec de la distribution plus à cette époque-là. Effectivement, le marché a changé. Alors, c'est certainement, oui, le Covid c'est certainement lié au Covid, mais moi je pense que c'est aussi lié au fait que la qualité des brasseries a augmenté, et que avant, à l'époque où nous on a créé la brasserie, on a goûté plein de choses qui étaient pas top, pas terribles, notamment sur les spots touristiques, etc. Maintenant, moi je trouve qu'il y a des belles brasseries un peu partout, quoi. Et c'est légitime que le marché se resserre, parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'envoyer de la jet lag à Montpellier alors que t'as Prism qui fait des super IPA? Non. Ouais. Voilà. Dans toute la gamme là, qui est produite actuellement, permanente et éphémère,
Votre best-seller, c'est la Jetlag? Ouais, le best-seller, ça reste la Jetlag. Ça sera toujours la Jetlag. Je pense que vu quand tu regardes en termes de chiffres, en termes de production, je pense qu'on en a encore pour un moment. Ouais. C'est une bière qui est installée dans beaucoup de bars locaux aussi, j'imagine. Ouais, c'est une bière qui est installée dans pas mal de bars locaux. C'est une bière qui part énormément en bouteille aussi, même si aujourd'hui la part de la bouteille chez nous, ça devient de plus en plus faible. Je pense que c'est le cas chez beaucoup de gens. La Jetlag, ça reste une référence qu'on vend beaucoup en bouteille. Okay. Et sur la partie fût, d'ailleurs, le fait de bosser beaucoup en local, en direct, fait que vous avez un parc de fût inox, que vous travaillez beaucoup d'inox. Ouais, on a un énorme parc de fût inox. C'est quelque chose que pas énormément de brasseries craft peuvent se permettre ou peuvent... parce que c'est un parc d'inox, ça reste un investissement. Il faut que les rotations soient assez... nous, ça a été vraiment un pris parti dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, on a voulu investir dans l'inox. On a acheté un parc de fûts de 200 fûts au départ, et puis qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. C'est de la trésorerie, parce que en fait c'est pas vraiment un investissement. Quand tu fais des calculs et que tu vois ce que te coûte un fût jetable aujourd'hui, c'est sortir beaucoup de trésorerie, mais pour que ça finisse par coûter moins cher au départ. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur plein d'autres produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la guerre, je pense que la guerre en Russie, presque, on va dire, nous a plus impacté en termes économiquement que le Covid à proprement parler. Alors le problème, c'est que ces choses-là, elles viennent les unes derrière les autres, ce qui fait qu'à un moment, quand tu as déjà ramé sur un Noël parce qu'on a eu des grèves dans le pays pendant je sais pas combien de temps, que derrière tu as un Covid, que derrière on a un mouvement de grève, et que tu as un conflit qui démarre en Russie, bah ouais, là tu te dis bon, on va ramer. Et au final, je pense que cette histoire de dépenses énergétiques, elle nous a pénalisé durement, quoi. Vraiment durement. On a réalisé que ce qu'on entendait à la télé, ça se vérifiait vraiment dans les faits, que dès qu'on a reçu notre première facture d'électricité. Ça nous a aussi amené à réfléchir différemment. Et donc, du coup, effectivement, nous, on a un nouveau local de stockage aujourd'hui. Donc, on a rajouté 300 mètres carrés supplémentaires par rapport aux 300 mètres carrés qu'on a aujourd'hui, ce qui nous permet de limiter certains coûts. Et les coûts qui coûtent cher aujourd'hui, c'est les coûts qui sont liés au transport, qui sont liés à tout ça. Donc, on sort plus de trésorerie pour finir par payer moins cher à la fin. Sur la partie produit, alors on parle du fût inox, vous faites aussi toute la partie à emporter, on va dire, en bouteille, et même sur des styles un peu geek, quand vous avez commencé à sortir vos premières NEIPA, double NEIPA, ça a toujours été en bouteille, jusqu'à récemment, il y a peut-être moins d'un an, ou un an, les premières canettes sont arrivées. Ouais, ça doit être à peu près. Ça fait un petit peu plus qu'un an. Ouais, okay. C'était en septembre. Pour moi, ça a été en septembre 2022 qu'on a dû sortir notre première gamme de canettes. La canette chez nous, ça a été. On aurait voulu être la première brasserie française à sortir de la canette. Très franchement, c'était notre objectif. Maintenant, on a loupé le train. Donc bon, on s'est concentré sur ce qu'on savait faire, c'est-à-dire de la bouteille. On avait dans ce fameux projet avorté un projet d'avoir une machine pour faire de la canette. Et puis, le projet ayant été avorté, et en voyant qu'on n'avait de toute façon pas la place d'installer et une embouteilleuse et une canetteuse, parce que pour nous, il est absolument hors de question de se séparer de notre gamme en bouteille, clairement. On s'est dit qu'il était quand même temps de songer à faire des canettes, et on va pas se le cacher, c'est aussi parce que ça permet de continuer d'exister, et que c'est un format qui aujourd'hui commercialement s'impose, parce que aujourd'hui, un client qui rentre dans une cave à bière, je pense qu'il est de toute façon attiré plus par les canettes que par les bouteilles. Je parle d'un client un peu geek. Pas forcément geek, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de client peut-être confirmé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la canette, c'est devenu un support qui est relativement lambda. On a encore une grosse part de clients
clientèle qui est contre. Mais on a quand même une énorme ouverture, et quand on voit comment ça se passe à l'étranger, moi je suis tranquille pour l'avenir de la canette. Hein. Ouais. Donc oui, c'est quelque chose qui est venu parce qu'il fallait un moment s'y mettre. Et à ce moment-là, on s'est dit que c'était aussi le moment de créer une gamme qui serait complètement éphémère. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer des recettes et de les recréer qu'une seule fois, quoi. Justement, tu disais que le consommateur est de plus en plus habitué à la canette. Vous avez l'avantage, avec votre boutique, d'être au contact du client final. Les premières canettes, elles ont été perçues comment par votre clientèle ? Mal. Mal, ouais. Ouais, Du vraiment. coup, ça vous a permis aussi d'avoir un rôle de conseil là-dessus, d'apprentissage ? Oui, mais il est pas facile. Franchement, il est pas facile. Et je vais te dire, dans la vie, tu prends des claques. Et ça en a été une. C'est-à-dire que on était persuadé que cette première gamme de canettes, ça partirait comme des petits pains. Je sais pas si tu te souviens de cette collab O'Clock Galibier où on avait mis une licorne sur l'étiquette. Croque-nuage et jus d'arc-en-ciel, je crois le nom de la bière. Cette bière, elle est partie en un week-end. Elle est partie parce qu'il y avait une licorne sur l'étiquette. Hein. Voilà. On pensait qu'on avait un vrai effet d'attente sur la première bière O'Clock en canette. Ça a marché, mais beaucoup moins bien que ce qu'on pensait, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on vend énormément de formats bouteilles, nous, ici, en direct, et que, en fait, nos clients d'ici, ils voulaient pas de la canette. Alors, je sais pas si c'est le format qui les emmerdait, qui les embêtait. Moi, je pense qu'il y a aussi le prix. Le prix, et peut-être les styles brassés, non ? Ou, je sais pas. Non, parce que finalement, c'est une clientèle qui est aujourd'hui habituée à boire de l'IPA ou à boire qui peut t'acheter aussi en bouteille aussi bien des complètement. des mais je pense que le côté 44 centilitres fait que du coup, le prix en facing est un peu plus important. Et moi, je pense que le prix, parce que en 2023, c'est quelque chose qui compte quand même beaucoup. Ça a joué aussi certainement là-dessus. Sur toute la gamme canette, justement, que tu nous expliquais 100% éphémère, il y a aussi un changement assez radical en termes d'identité graphique. Ouais, alors... Est-ce que tu peux un peu l'expliquer ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voient ça comme le nouveau design de O'Clock, alors que non, en fait, le design bouteille reste ce qu'il était avant, avec même alors c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui il est évident qu'on va avoir tendance quand on va créer une nouvelle recette, à réfléchir plutôt à une canette qu'à une bouteille. Donc forcément aujourd'hui quand on crée une recette éphémère d'IPA double dry hop, on pense pas forcément à la bouteille, mais on pense à la canette. Game On, par exemple, au départ, c'était pas forcément une bière qu'on voulait mettre en canette. Maintenant, quand tu réfléchis un petit peu et que tu te dis une triple IPA dans une bouteille, ça va être quand même super compliqué à vendre. Et moi, je pense pour des raisons qui sont franchement valables, en fait. Donc, parce que moi, le contenant de la canette, en termes de conservation du produit et tout, au-delà du produit marketing, j'y crois vraiment, quoi. Je pense vraiment que c'est un contenant qui fonctionne. Donc oui, aujourd'hui, on réfléchit aux nouvelles recettes un petit peu par rapport à la canette. Maintenant, notre design à nous, on est super heureux de travailler avec notre graphiste historique, Gaban Goto, qui nous fait nos étiquettes depuis le début, qui a aussi fait les étiquettes Baden Power. Oui, qui a vraiment une patte, quoi. Et puis on reconnaît facilement une étiquette de chez O'Clock. Exactement. Et puis il y a ce petit bonhomme qu'on voit évoluer. Il a une histoire. Il fait partie de notre identité. Donc on veut surtout pas le renier. Mais sur cette gamme de canettes, on voulait faire quelque chose de différent et de différenciant, parce que aujourd'hui, sortir une gamme de canettes, il faut aussi arriver un petit peu à se différencier. Et j'avais eu la chance, dans mon ancienne vie de journaliste, d'aller au Brésil faire un reportage sur le street art à Sao Paulo, et j'ai rencontré ces mecs qui étaient colleurs d'affiches, en fait, et qui continuent aujourd'hui. Moi, j'étais là-bas, c'était il y a presque 20 ans. Et du coup, ils continuent à faire ça aujourd'hui. Je les ai contactés en leur demandant: est-ce que ça vous intéresserait de bosser avec nous sur nos canettes? Et les gars, ils ont été super séduits. Et
C'est comme ça qu'on a commencé nos premières séries de canettes avec SHN. Nous, on est super contents de ces graphismes. On trouve que ça fonctionne bien. Et toujours en plus, on retrouve une patte graphique alors qui est complètement différente de ce qu'il y a sur la bouteille, mais qui est reconnaissable dans son univers, des couleurs ultra Pepsi. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, nous, on est resté sur un côté avec un côté super coloré. On veut que ce soit coloré. Ouais. Et moi, je commence à faire un peu le tour de ce que j'avais préparé. Maintenant, c'est plutôt parler de l'avenir de O'Clock. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à évoquer, où on en est actuellement et où est-ce qu'on va aller Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la gamme Babel. Ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas, est-ce que c'est peut-être des bières que t'as pas goûtées toi Alors, je t'avoue, je les ai pas goûtées. Je les ai dans mon frigo, parce que la dernière fois que je suis passé ici, je les ai achetés, je les ai pas encore goûtés. Mais oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié cette histoire de nouvelle. Moi, c'est une gamme de bières que j'aime bien. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a lancé un petit peu en mode expérimental et ça marche bien. Je trouve que c'est. Du coup, pour rappeler un petit peu la gamme Babel, c'est des fermentations mixtes. Non, je sais pas comment tu dis. C'est ça, ouais. Est-ce que la gamme, elle peut être. C'est une fermentation mixte. Après, là, dans les premières qu'on a sorties, on avait effectivement un mélange de Brett et on a fait aussi un système de cool chip pour arriver à faire une fermentation. Ouais, c'était une super expérience. On a fait vraiment et on a sorti 3 bières. On en avait plus, mais on a sorti 3 bières qui nous semblaient vraiment abouties. On a eu des super retombées sur cette série-là. Donc, ouais, effectivement, il y a quand même une volonté d'aller jouer un petit peu sur ce terrain-là. Continuer la diversification en termes de gamme de produits, de style. Exactement. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on se rêve d'avoir un jour un bar, un lieu de vie. Un lieu de vie O'Clock, ça serait génial. On est même en train de réfléchir à créer des lieux de vie éphémères. Des lieux de vie qui auraient lieu pendant l'été sous la forme de guinguettes, etc. On veut vraiment garder cette espèce d'esprit festif et familial en fait qui nous tient à cœur. Voilà, donc oui, effectivement, l'avenir, nous l'avenir, on le voit aujourd'hui. On veut laisser passer cette espèce de vague de on peut parler de crise parce que je pense qu'aujourd'hui dans le secteur il faudrait être un petit peu inconscient pour pas se dire qu'il y a une crise. Donc je pense que c'est pas mal de laisser passer un petit peu les choses, de voir comment le marché va évoluer pour être capable de dire si demain on veut grossir ou pas. En l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui on est plutôt pas trop mal comme on est là. Si on avait un projet de bar et de restaurant, on serait content de faire bouger ça, de faire vraiment évoluer la brasserie aujourd'hui. Je pense que c'est pas vraiment dans nos projets. Okay. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent découvrir ou peut-être redécouvrir des bières O'Clock, où est-ce qu'on peut trouver vos bières ? Alors, les bières O'Clock, on peut en trouver très facilement en région parisienne. Ça, c'est évident. Dans les caves à bières spécialisées, je pense qu'on peut dire dans quasiment toutes les caves à bières spécialisées de Paris et de la région parisienne, plutôt axée sud de Paris, parce que c'est plutôt là où on est. On peut trouver nos bières à la brasserie déjà. Forcément à la brasserie, mais ça je pense qu'on l'a pas mal dit. Oui, mais voilà. On peut retrouver nos bières dans les VNB parce que c'est aujourd'hui un des distributeurs qu'on retrouve partout et ce qui nous permet aujourd'hui d'être capable de répondre à un client qui habite n'importe où en France, dans le VNB d'à côté de chez toi, quoi. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis après les bars, je vais essayer de citer La Talente, le Super Coin, et tellement d'autres que j'oublie du coup, IBU, plein de super spots parisiens qui nous font confiance depuis très très longtemps. Nous aujourd'hui on aimerait arriver vraiment à convaincre une clientèle plus tradie, moins axé bière artisanale. C'est vraiment aujourd'hui le nouveau marché qu'on veut développer, c'est le marché de la brasserie traditionnelle classique. Et vous allez passer par des nouvelles bières dans des styles plus adaptés, ou c'est vraiment non. L'idée c'est de convertir le consommateur à O'Clock et de lui dire ton contrat il est plus forcément actif et pense que nous
Et tous nos autres petits collègues, on est capable de faire exactement le même boulot que le gros industriel avec qui tu bosses depuis des années sans avoir vraiment de rapport humain avec lui, quoi. Ouais. Et ça, c'est un vrai combat. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Top. Je sais pas s'il y a des sujets que j'aurais oubliés que tu voudrais absolument aborder. Non, pas nécessairement, je sais pas. Si c'est bon pour toi, je pense que C'est tout bon pour moi. on peut conclure cet épisode. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Pour mes auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et bah voilà, bonne journée. Merci.